Je commence par une citation. Virtually all Jewish museums in Europe are Holocaust museums by another name. C'est ce qu'affirme l'universitaire d'origine canadienne et actuel directeur du musée d'histoire des Juifs de Pologne, Barbara Kirchenblatt-Gimblet, indiquant par là, donc le lien entre musée juif et musée de l'Holocauste, que toute commémoration de l'histoire juive ne peut se produire en Europe que dans l'ombre de la Shoah. Même si certains musées juifs hors d'Europe, comme par exemple le célèbre Bet Hatutzot en Israël, ce musée de la diaspora, qui s'est récemment d'ailleurs renommé musée du peuple juif, prend le parti de célébrer la vivacité et la productivité des juifs dans le monde. La plupart des musées juifs d'Europe, et plus encore peut-être les musées en ligne, se donnent pour mission de documenter, réunir les bribes disparates et éparses et redonner une vie au moins virtuelle à ce que le projet nazi d'anéantissement du peuple juif avait voulu détruire. Dans les années 90, la technologie s'est imposée au musée comme jamais auparavant. Projections, audio-guides, vidéos, interviews de témoins, reconstitution des lieux, installations multimédia, écrans tactiles, cartes et tables interactives. Vous avez vu, j'ai fait un petit collage pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on voit récemment, même dans des musées très récemment ouverts, font du visiteur de jadis, autrefois spectateur passif d'une exposition statique, un utilisateur avide d'interagir avec le dispositif muséal. Le visiteur évolue maintenant dans un environnement modulable, se constitue un parcours personnalisé, touchant des boutons, mettant des écouteurs, s'asseyant devant un écran, à chaque instant selon ses inclinaisons, questions et envies ludiques. Cette tendance est encore plus évidente dans la multiplication de musées juifs sur la toile. Qu'il s'agisse d'annexes web dont chaque musée de briques et de ciment est bien obligé de se doter, ou de cyberencyclopédies, musées en ligne, archives digitales, sites de communautés virtuelles n'ayant aucun pendant dans la réalité tangible. De cette constellation multiforme, nous essaierons de dégager une typologie et de découvrir à quels impératifs nouveaux elle répond. Nous distinguerons donc 4 fonctions de ces musées virtuels: collecter, témoigner, reconstruire, revivre et ressentir, fonctions que nous allons illustrer successivement. Donc, première fonction, collecter. L'initiative revient à ma connaissance à l'immense portail américain Jewish Gen, dont vous voyez ici la page d'accueil, dédiée à la généalogie juive, associé à un autre site qui s'appelle Kehila Links, autrefois Shtetl Links, un immense projet collaboratif fondé dès 1987. Ce portail, qui ouvre sur de multiples sous-sites, est dédié à l'inventaire, l'illustration et la mémoire de tous les anciens lieux de la vie juive en Europe. Donc c'est un site participatif, c'est-à-dire que chaque participant, vous si vous voulez, est invité à créer une ou des pages agrémentées de photos, documents personnels, textes en original ou traduction, archives sur chaque petit shtetl qui peut exister. Ici, par exemple, j'ai ouvert une page au shtetl de Krosno en Galicie occidentale, enfin en Pologne. Enfin, vous voyez, c'est des cartes d'époque. Donc ici, on voit la Galicie et vous voyez où se trouve l'ancienne Galicie, voilà, où se trouve Krosno. Et c'est en fait un nouveau portail qui ouvre sur toutes les petites villes environnantes encore de cette région-là. Le projet, je montre juste un peu à quoi ça peut ressembler, des vieilles cartes, etc., qui sont mises en ligne. Et là, vous avez même comment cette photo a été obtenue. Voilà, la personne raconte comment elle a obtenu le document. Le projet se comprend comme une volonté de cataloguer, cartographier, documenter et commémorer collectivement, je cite, des villes et des villages qui vibraient de vie juive, mais auxquels la Shoah a porté une fin abrupte et tragique. Je cite toujours, « Chaque page est un mémorial, un livre du souvenir en cyberspace. Les gens sont morts, les shtetls ont disparu. Nous sommes les seuls qui peuvent enregistrer le passé. Le but est donc de préserver notre histoire pour les générations futures. » Fin de la citation.
avec 400 000 utilisateurs enregistrés. Attention, ça ne veut pas dire le nombre de gens qui viennent sur le site, il est bien supérieur. Les utilisateurs enregistrés, c'est les gens qui contribuent au site, ils ont un accès avec un mot de passe pour agir sur le site. Et plus de 20 millions de données disponibles. C'est à la fois un immense portail et instrument de recherche généalogique et historique, et un musée collectif en ligne issu de milliers d'initiatives privées qui se rencontrent et se complètent virtuellement. C'est aussi le cas du portail Virtual Städte, qui est à la fois un musée ouvert et la plus grande base de données sur l'histoire des Juifs de Pologne au monde. Ce portail, fondé en 2008, est associé depuis 2012 au musée d'histoire des Juifs polonais, dont l'ouverture donc a été annoncée, et dont il est une extension virtuelle. Il rassemble des archives multimédia de diverses institutions, mais il forme surtout aussi une communauté participative, lui aussi, dans laquelle chacun peut prendre des photos, télécharger ses souvenirs familiaux, commenter ce qui est téléchargé par d'autres et échanger l'information. Ce portail rassemble plus de 94 900 photos, je ne sais pas si vous imaginez, 878 vidéos, des enregistrements audio sur 1886 villes. Les chiffres sont en ligne ici, vous voyez. Je pense qu'ils sont susceptibles d'augmenter à chaque instant. Comme dans le site précédent, il s'agit d'un site dont le contenu est généré par ses visiteurs. Ça s'appelle en anglais Visitor Generated Content, et qui relève du principe de Radically Open Cultural Heritage Data on the Web. Ça, c'est les termes techniques pour désigner ce genre de site qui existe aussi, bien sûr, sur d'autres communautés virtuelles autres que les Juifs. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des centaines de milliers de photos d'archives qui sont partagées, répertoriées sur les moteurs de recherche comme Google, mises en lien avec des photos récentes, on peut faire des avant-après, et ouvertes au monde entier. Autre exemple, je vais insister moins sur celui-là, c'est la Virtual Jewish Library. Intéressant sous-titre, Everything You Need to Know from Anti-Semitism to Zionism. Donc vous voyez, celui-là, il est théologiquement orienté très clairement. C'est une coopération américano-israélienne et le but est bien sûr de démontrer que en Europe, les Juifs sont condamnés par l'antisémitisme, la Shoah, etc., et que la libération, solution viendra d'Israël. Voilà. Mais il y a des milliers de sites comme ça. Voilà. Celui-là, il est très fourni aussi. Donc, voilà. Donc, deuxième fonction, témoigner. D'autres musées virtuels se fixent pour objectif de réunir et mettre en ligne des témoignages de survivants de la Shoah, de l'échelle locale à l'échelle internationale. Ici, je vous ai montré une petite initiative locale, le site web Portraits of Honor Michigan Holocaust Survivors, qui propose donc des interviews de rescapés de la Shoah, résidents de l'État du Michigan, mais ça existe dans tous les États, pratiquement des États-Unis, dont une exposition en ligne interactive. On peut donc cliquer et arriver à chaque personne réelle qui habite au Michigan. Ce site, en fait, on peut cliquer vraiment dans tous les sens, complète l'exposition permanente du Holocaust Memorial Center in Farmington Hills, l'un des innombrables mémoriaux qui ont vu le jour dans les dernières décennies aux USA. Le site est convivial, il offre un accès à une base de données, à des cartes, comme vous voyez à droite, à des photos, des messages audio, des données historiques contextuelles. La visée est locale, elle est communautaire. L'exposition a été montée avec l'aide de Program for Holocaust Survivors and Families, qui est en fait un service communal destiné aux seniors de la municipalité de Detroit, Jewish Senior Life of Metropolitan Detroit. Mettant en lien les générations futures et le rappel des souffrances passées, la ville souligne ainsi la bravoure de ses citoyens du troisième âge et le lien intergénérationnel autour de valeurs partagées. L'initiative est complétée localement par un pendant universitaire, le Michigan Voice Vision Archives de l'Université du Michigan Dearborn. J'ai pris exprès vraiment des petits endroits, enfin petits
tout étant relatif aux États-Unis, mais il y a évidemment des choses beaucoup plus grandioses dans d'autres endroits. Mais pour vous montrer à quel point c'est vraiment un réseau qui va très très profondément sur le territoire américain. Il s'agit d'un site présentant également des archives d'histoire orale, faites d'entretiens vidéo, de vidéos de survivants avec une visée pédagogique. C'est destiné aux lycéens, aux étudiants, à des groupes conduits par un éducateur. C'est utilisable dans le cadre d'ateliers, de colloques, et le but est bien sûr la vulgarisation et l'instruction civique dans toute l'ère métropolitaine. C'est encore pas ça, oui. Donc la fonction de préservation des voix mémorielles des survivants est évidemment présente, mais elle est complétée par une fonction éducative et citoyenne, c'est vraiment quelque chose de très important, et une dissémination au grand public, y compris par le réseau YouTube. Alors, à l'autre extrémité de l'échelle, puisque là on a regardé une petite initiative locale, la plus volumineuse entreprise de collecte de témoignages est celle menée par le cinéaste Steven Spielberg. Après le tournage de son film La liste de Schindler, il lance le filmage exhaustif des interviews de survivants de la Shoah. 52 000 témoignages sont alors collectés dans 56 pays et préservés à partir de 2006, comme vous le voyez ici, à l'Institute for Visual History, qui est ancré à USC, donc l'Université de Californie du Sud, qui ambitionne, grâce à l'argent collecté, de devenir le plus important centre de recherche universitaire sur l'Holocauste. Parallèlement, voilà, le site qui s'appelle Eyewitness, donc c'est un IW, voilà, diffuse, alors cette fois-ci en accès libre. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous expliquer que pour avoir accès aux 52 000 témoignages, ils sont accessibles dans un certain nombre de sites au monde, mais par exemple, aucun site à Paris. Pourquoi? C'est qu'il faut payer 150 000 $ pour être une institution où on a accès aux témoignages. Donc c'est en fait, il y a une grosse entreprise commerciale. Oui, 150 000. Je me suis renseignée auprès, parce que j'ai demandé comment ça s'appelle, pourquoi on n'avait pas ça à Paris. Et donc la réponse est que ça coûte 150 000 $ de rien que d'avoir l'accès. Après, il faut encore payer pour chaque... Parce qu'en fait, on ne peut pas regarder les 52 000 témoignages. Il faut les attirer dans un ordinateur qui est lié au réseau. Et il n'y a que quelques ordinateurs par ville, mais à Paris, il n'y en a aucun, parce qu'aucune institution n'a de l'argent pour se payer cet accès. En fait, j'ai dû aller à Berlin pour accéder aux 52 000 témoignages. Mais si vous voulez avoir une idée, vous pouvez quand même. Donc vous allez sur le site Eyewitness, où vous avez le droit d'en écouter 1300 environ. Cela, c'est gratuit. En fait, on voit, non? Ah non, j'arrive pas. Non, en fait, c'est en haut, mais c'est un peu caché, mais ça fait rien. Donc, en tout cas, vous tapez Eyewitness, ça va sortir. Donc là, il diffuse librement 1300 de ces interviews de survivants, associés, alors c'est très intéressant, à des exercices en ligne et à un logiciel d'editing de vidéos en libre accès. C'est-à-dire que vous faites en fait votre propre découpage de vidéos pour votre classe. Donc chaque enseignant peut venir avoir accès à quand même 1300 vidéos et peut découper sur mesure avec un logiciel interactif. Enfin, j'ai pas essayé, hein, voilà. Enfin, et alors là c'est le plus intéressant je trouve, devant la disparition des des derniers survivants de la Shoah, l'Institut d'histoire visuelle lance actuellement un nouveau projet de survivants in absentia, si je puis dire. En réalité, ce que vous voyez ici, c'est un hologramme en 3D, donc je ne sais pas comment dire ça, fantomatique, mais parfaitement bien imité grâce à l'aide du département d'informatique. Donc c'est en fait un vrai témoin qui a été enregistré, mais dans des conditions spéciales, et qui dispose d'un stock de 12 heures de narration qui peut répondre à peu près toutes les questions posées en live par les étudiants. Donc on arrive à une présentation comme ça, vous avez le témoin en hologramme, donc il n'est pas là, hein, dans une salle de classe. Alors il y a des vidéos, on peut le voir, j'ai vu une vidéo où un étudiant lui demandait son nom et un deuxième lui demandait est-ce que vous pourriez nous chanter une chanson, et effectivement il s'exécute et il se met à chanter une chanson en polonais, donc il a quand même de la ressource.
Mais en tout cas, il n'y a donc personne dans la salle et les étudiants interagissent avec un simulacre de survivants. Voilà, c'est intéressant. Donc c'est un peu le fantôme du témoin. Je vois que ça suscite l'hilarité, mais je vous assure que c'est ce que j'ai trouvé en faisant la recherche pour écrire ce papier. Voilà. Non, mais on te croit. Je n'en connaissais pas l'existence avant de me mettre à chercher, voilà, mais vous pouvez voir ça sur Internet. Hein, voilà. Du coup, tout le monde est complètement déchaîné, je ne sais pas. Donc, je vous disais, un simulacre, un fantôme animé du témoin venant, par le truchement de la technique, assurer sa propre pérennité dans sa fonction de transmission de l'héritage. Voilà. Troisièmement, reconstruire. Alors, le troisième mode de musée en ligne est celui qui permet la reconstruction de ce qui n'est plus. La digitalisation permet de recréer un modèle 3D des artefacts uniques déposés dans les musées réels pour les préserver virtuellement en ligne. Mais elle permet aussi de recréer des bâtiments ou des lieux qui ont été irréversiblement détruits afin d'en donner à voir la reproduction en 3D. Un projet de ce genre que j'ai retrouvé, c'est donc ici la modélisation des synagogues allemandes, pour la plupart détruites, comme vous savez, pendant la nuit de Kristall, qui a été menée par le département d'architecture de l'université de Darmstadt. Le but est donc à la fois de donner la mesure de l'immense perte culturelle que constitue la disparition de ce patrimoine, mais aussi la valeur architecturale des bâtiments, qui, selon le site, je cite avec un C cette fois-ci, citation, faisait partie des villes et des rues allemandes, partie de la culture allemande. Fin de citation, c'est quand même intéressant. Voilà. Ainsi sont proposées des archives digitales interactives sur plus de 2200 synagogues d'Allemagne et d'Autriche, comprenant des photos avant, éventuellement après la guerre, des données historiques et enfin une reconstruction virtuelle 3D. Là, vous voyez par exemple sur la synagogue de Munich qui n'existe plus. Et ici, vous avez sa maquette virtuelle, et donc en cliquant ici sur les différents points de vue sur lesquels voilà, vous pouvez la voir sous différents angles. Une autre reconstruction est celle, plus directement, on va plus directement dans l'horreur maintenant, proposée par divers sites de tours virtuels de camps de concentration. Par exemple ici, Auschwitz-Birkenau, sur le site du musée. En fait, on clique sur les différents points que vous voyez, et la caméra ensuite adopte le point de vue du visiteur virtuel, c'est-à-dire vous. Donc vous cliquez, et puis ensuite vous arrivez dans un paysage, et vous pouvez vous déplacer avec des flèches et faire un tour d'horizon à 350 degrés pour voir les lieux. Là, c'est un autre site qui propose le même genre de choses. On est donc face à un traumascope, j'ai trouvé ce mot intéressant, ou paysage traumatique virtuel. L'étape suivante étant celle de revivre le trauma en Second Life. Alors, je ne savais pas ce qu'était le Second Life, mais je vais vous l'expliquer. Le Second Life, ou SL, est un monde virtuel qui n'existe qu'en ligne, généré par des millions de joueurs en même temps, qui circulent sous forme de personnages configurables ad libitum. Il est donc constitué d'une myriade vraiment immense de lieux imaginaires ou d'autres qui ont un pendant dans la réalité. Et donc il y existe entre autres un musée de l'Holocauste. Ce musée virtuel en Second Life a été conçu très sérieusement par l'USHMM, United States Holocaust Memorial Museum de Washington, dont il a été déjà question aujourd'hui. Et il vous propose une expérience d'immersion totale intitulée Witnessing History. Alors attendez, non, bon, je vais vous expliquer en quoi il s'agit. Witnessing History, c'est vous êtes témoin de l'histoire, et ça permet à vous, enfin en fait à votre avatar, de revivre la nuit de Kristall. Je ne plaisante pas. Donc je me suis créé un avatar, enfin j'en ai pris un qui était déjà configuré parce que je n'avais pas beaucoup le temps, mais c'est moi. Et là, je suis dans une ville allemande imaginaire et je constate la dévastation des rues. J'ai pu, juste à côté, voir une synagogue en feu et ensuite pénétrer dans ces ruines. J'ai pu aller dans divers bâtiments plus ou moins détruits.
Et là, je contemple une colonne Maurice où je vois la propagande antisémite qui m'est d'ailleurs expliquée par une fenêtre qui peut s'ouvrir où on me traduit si je ne savais pas lire ritual mort, etc. On m'explique, voilà. Non, mais j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé entrer dans la chambre à gaz, mais c'est déjà pas mal, voilà. Ici, donc, une affiche dans le genre du Sturmer antisémite. Voilà, donc je dirais que c'est le do-it-yourself ou les loisirs créatifs de l'Holocauste. Puisque pour rentrer là-dedans, j'ai aussi dû me téléporter, teleport yourself, dans l'environnement 747, qui est donc ce lieu. Donc notez ce numéro, l'environnement 747, et vous pouvez voir. Sachant qu'à la fin, j'ai quand même pu cliquer sur Escape et heureusement m'échapper de cet endroit. Voilà. Quatrièmement, c'est mon dernier point, revivre et ressentir. Donc, un pas de plus est franchi en visitant l'exposition virtuelle online de l'annexe secrète réalisée par le musée Anne Frank d'Amsterdam. Comme vous le voyez, on y pénètre dans un univers 3D, mais cette fois-ci sur base de photos, fondée sur une exposition où, il y a quelques années, on a essayé de recréer le mobilier de l'annexe secrète d'Anne Frank, sachant qu'aujourd'hui, en fait, il a été perdu. Hein, donc, on a mis des meubles d'époque et on a imaginé comment ça pouvait être meublé d'après le journal d'Anne Frank. Donc, en cliquant sur ce que vous voyez ici, bon, c'est statique là, mais tout ça, on peut cliquer. On peut suivre des liens hypertextes ouvrant sur des explications contextuelles, des extraits lus, cette fois-ci en anglais, du moins quand moi j'ai essayé, du journal d'Anne Frank, illustrant la vie quotidienne dans l'annexe. Par exemple ici, on peut voir ce qu'on mangeait, et donc l'extrait du journal où elle raconte les menus, la dégradation de l'alimentation, la répétition à la fin, enfin il n'y avait presque plus rien à manger, etc. Tout ça est lu, voilà, à haute voix. On y entend d'ailleurs beaucoup de choses. Outre le texte lu, on entend aussi le son des cloches de l'église voisine ou les oiseaux qui pépient sur les arbres dehors, ce qui vous permet de ressentir l'enfermement parce qu'en fait vous ne pouvez pas sortir de l'annexe ni aller dehors. Et grâce aux extraits du journal cités à chaque fois, on peut parfaitement s'identifier à Anne et revivre ses émotions. Le côté à la fois éducatif et ludique se retrouve encore plus dans le site Children of the Ghetto, qui est fait pour les enfants et permet donc à tous les enfants de déambuler en 4 ou 5 langues, hein, je ne sais plus, dans les rues et d'entrer dans divers lieux d'un ghetto fictif où on peut, alors les zones un peu comme ça jaunes, on peut cliquer et on rentre là-dedans. Et donc on peut faire l'expérience de la vie des enfants du ghetto. C'est un ghetto qui n'existe pas précisément, hein, c'est un ghetto, voilà. Le site présente aussi des activités interactives, ici vous pouvez en voir quelques-unes, ludiques, autour de documents, par exemple ici une photo de gens qui font la queue devant une soupe populaire. On peut compléter des cases, dessiner, surligner, examiner et analyser les photos et répondre à des questions pour valider ses connaissances. Voilà. Ici, par exemple, il faut choisir des mots. Non, excusez-moi. Voilà. Cette possibilité de jouer le détective, de suivre une sorte de jeu de piste aboutissant à la construction d'un savoir sur la Shoah, se retrouve aussi dans de nombreux sites pour adultes. S'y ajoute bien sûr une dimension émotionnelle. L'enfant est invité à éprouver le ressenti des enfants victimes de l'époque et à le relier à ses propres émotions. Enfin, dernier exemple, la résurrection virtuelle sur Facebook. Donc là, il s'agit d'un enfant victime, Henio Jitomirski, qui a vraiment existé, qui vient de Lublin et qui est mort à Majdanek en 1942, et dont la brève vie a été choisie par la fondation Brama Grodzka de Lublin pour illustrer, je passe juste là pour expliquer un petit peu comment cet enfant a été mis en exergue pour symboliser en fait l'ensemble des victimes juives de la ville. Voilà, aussi sur d'autres sites internet liés à l'initiative en général de Brama Grodzka, qui par ailleurs fait des choses très intéressantes. Hein, c'est pas un groupe, pardon. Oui, enfin, on en reparlera. Un groupe de citoyens a tenté de reconstituer sa vie d'enfant à Wałoszowa, et les enfants des écoles aujourd'hui sont encouragés à lui écrire une fois par an des lettres.
Suite à cela, donc, cette page Facebook a été ouverte à son nom, page qui est en réalité maintenue par un certain Piotr Buzek, un étudiant travaillant pour la Fondation. Sa page est suivie par des milliers de personnes qui le mettent parmi leurs amis, lui envoient des vœux, lui envoient des likes, je ne sais pas très bien comment on fait, et lui écrivent des messages auxquels il répond. Puisque Henio a en fait un nègre qui répond à sa place. Donc Henio est devenu une sorte d'icône. Il représente la destruction de toute la communauté juive de Lublin. Les photos de l'enfant, il y en a d'autres, suscitent l'empathie et l'identification, même si, comme le note un critique, ces photos privées sont devenues des biens de consommation de masse, tout en retenant l'authenticité d'un album de photos privées. Le visiteur de la page est un peu comme un voyeur qui découvre dans un peephole des photos qu'il n'aurait pas dû voir, mais il peut quand même écrire à Henio pour lui témoigner sa sympathie. Finalement, au plus haut de l'engouement, le profil a subitement disparu de la toile. Une disparition sans doute inéluctable, à l'image celle réelle de l'enfant en 1942. Mais une disparition qui marque sûrement aussi l'écueil vers lequel allait cette incarnation d'un enfant mort il y a déjà 60 ans, par un adulte anonyme, fût-il animé des meilleures intentions. Conclusion. Collecter, témoigner, reconstruire, ressentir, tels sont donc les 4 modes de représentation virtuelle de la Shoah que j'ai pu trouver. Préserver, donner voix au témoignage, donner à voir, donner à vivre. Ce sont aujourd'hui les souhaits des internautes que l'histoire éloigne chaque année plus des événements tragiques de la Shoah. Et si le lien doit subsister entre le témoin qui est sur le départ et l'héritier qui regarde en arrière, on doit aussi passer de la réalité historique à sa reconstitution virtuelle, ce qui passe, comme vous l'avez vu, par le simulacre, la vie par procuration, les hologrammes et les réapparitions. La Shoah n'est plus sur les lieux du désastre que par sa commémoration. Mais dans le monde virtuel, on peut encore, à la merci d'un clic gauche, faire ressurgir le passé sur l'écran de son ordinateur de salon. Comme l'écrivait un peu cyniquement Anna Reading dans son article « Clicking on Hitler, The Virtual Holocaust at Home », c'est donc le titre de l'article en anglais, l'Holocauste à domicile et par procuration en somme, « Clicking on Hitler, l'horreur à portée de souris », la trivialisation de l'histoire avec sa grande H et la transformation du musée classique en application, app ludique, que l'on peut solliciter comme une forme d'entertainment, signe clairement les écueils des dispositifs les plus récents. Mais il correspond aussi à un besoin de notre génération. Le voyage cybernautique, écrit encore Anna Reading, imite et fait ressurgir le processus de la mémoire traumatique, mais aussi celui du sauvetage et de la survie aux atrocités, un processus qui nous permet de sortir indemne et pas vraiment trop secoué de ce tourisme noir virtuel. Merci.